inscrit. Bonjour et bienvenue lors de cette troisième session du cycle de webconférence 2019 de la F3M sur le myélome multiple. Nous sommes ensemble ce soir, alors que nous avons déjà des personnes qui nous souhaitent un bonjour chaleureux. Merci à eux. Nous sommes réunis en cette soirée assez particulière dans la mesure où nous avons le plaisir d'accueillir dans nos locaux à la fois Philippe Moreau et Cyril Touzeau, et bien sûr, à côté de moi, Bernard Delcourt, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, vice-président de la F3M, sur un sujet que vous avez souhaité aborder depuis un certain temps déjà, tant dans vos commentaires sur le MOOC que lors des précédentes webconférences, c'est-à-dire où en est la recherche clinique. Et nous allons approfondir ce sujet-là ensemble ce soir. Et comme le veut la tradition, eh bien, nous allons faire une petite vérification technique avant le démarrage avec une innovation. Et cette innovation, je suis heureux de la partager avec vous. Eh bien, c'est tout simplement que vous avez deux onglets maintenant sur votre droite pour ceux qui sont habitués. Alors, nous avons dans le chat déjà un certain nombre de personnes qui nous disent d'où ils viennent. Et c'est vraiment un grand plaisir de vous voir aussi nombreux, puisque les messages défilent, qu'ils viennent de Chartres, de Lure, même de Dakar, des Vosges, etc. Donc, vraiment un grand merci pour votre fidélité et puis aussi pour les messages touchants à l'adresse des membres de la F3M. Et chaque fois que nous pouvons bien évidemment eh bien, les transmettre, y répondre, eh bien, cela nous remplit, si je puis dire, de plaisir quant à la réponse qui est faite. Voilà. Donc, vous avez de ce chat la possibilité de correspondre entre vous. Certains en éprouvent le besoin. Aussi de nous poser des questions techniques. Donc, vraiment, si vous voulez bien, le chat va être réservé à deux choses. D'une part, aux échanges entre participants, et puis également, le cas échéant, si vous avez des questions techniques ou des problèmes. Le volet questions sur votre droite, eh bien, c'est le volet qui va être utilisé pour vous adresser directement à Philippe Moreau, pour vous adresser également à Cyril Touzeau qui nous viennent de Nantes. Voilà. Je vais les présenter rapidement. Alors, aujourd'hui, et Bernard aura l'occasion d'y venir dans quelques instants, se tient le congrès de la SFH et ils auront bien évidemment l'occasion de nous en parler. Et puis, au-delà de Bernard, eh bien, nous avons Audrey qui gère tous les aspects techniques de la webconférence. Je vais donc laisser ma place eh bien, tout de suite à Bernard, pendant que je vais aller accueillir de l'autre côté à la fois le professeur Philippe Moreau et le docteur Cyril Touzeau. Voilà, donc Bernard, c'est à toi. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième webconférence. Et je tiens vraiment à remercier le professeur Philippe Moreau et le docteur Cyril Touzeau pour leur disponibilité, parce que croyez-moi, nous sommes arrivés ensemble du site de la Porte-Maillot où se déroule donc le congrès de la Société française d'hématologie. Et dans des congrès comme ça, Philippe Moreau et Cyril Touzeau sont déjà intervenus à plusieurs reprises. Ce sont des journées très denses, très chargées, et je tiens vraiment à les remercier donc, pour leur disponibilité, pour être ce soir à votre disposition, pour répondre à vos questions et pour vous expliquer peut-être plus en détail donc, sur les travaux de recherche qui sont menés par le CIRIC ILAD de Nantes. Je ne reviendrai pas sur ce que c'est qu'un CIRIC. Vous avez vu, je pense, pour la plupart, la petite vidéo de présentation qui vous a expliqué qu'en France, on a aujourd'hui, suite à des appels d'offres, 8 CIRIC, 4 en Ile-de-France et 4 en province. Et le CIRIC donc, de Nantes est un des 4 en province et a un programme dédié au myélome multiple, donc, qui nous intéresse tout particulièrement. Je voudrais simplement aussi revenir peut-être sur les règles du jeu. Vous êtes plusieurs à nous avoir
fait remonter spontanément des questions. Je voudrais simplement attirer votre attention sur plusieurs points. Le premier, c'est que ces webconférences n'ont pas pour objet d'aborder des cas personnels, d'abord parce que ce n'est pas le lieu, et puis le professeur Moreau et le docteur Touzeau n'ont pas accès à vos dossiers médicaux, donc ne sont pas à même à vous apporter un conseil. Voilà. La deuxième chose aussi, c'est, je vous remercie, et certains d'entre vous font remonter des questions extrêmement pointues. Cyril Touzeau me dit, mais il y a une question qui nous est même arrivée en anglais. Elle était digne d'être posée lors des conférences aujourd'hui, lors de la SFH. Donc on est bien sûr, si vous allez avoir une information précise, mais on est, si vous voulez, dans un exercice de vulgarisation. Hein. Il faut que, si vous voulez, que les informations qui sont apportées soient compréhensibles par le plus grand nombre. Donc il faut que vous puissiez comprendre que pour certains d'entre vous qui êtes des scientifiques de haut niveau, voilà, la façon d'aborder le sujet sera simple. C'est une volonté de la part de la F3M de pouvoir toucher le plus grand nombre. Et puis enfin aussi, on a eu des réactions de gens qui ont exprimé leur souffrance suite à, je dirais, au décès d'un proche et qui avaient participé à la recherche et qui se posaient des questions sur l'utilité de la recherche. On est conscient de ce genre de situation. Voilà. Et donc, ben voilà, sans perdre de temps, parce que je sais que le professeur Philippe Maurice et le Tour rentrent sur Nantes ce soir et sont très contraints en termes de timing, donc je leur laisse la parole. Voilà. On n'est pas très beau, hein. On est fatigué en fin de journée. Donc, on peut parler là? C'est bon? Parce qu'il semble que... On n'entend pas. On n'entend pas de son. On peut y aller? Oui, vous y allez. C'est bon? Allez-y. Bonjour à tous. On est ravis de participer à cette webconf. J'avais déjà fait une webconf il y a quelques semaines avec vous, avec Cyril Hulin. Et aujourd'hui, je suis avec le docteur Cyril Touzeau, qui est un jeune médecin nantais qui travaille quasiment exclusivement sur le myélome avec moi et qui prendra ma succession dans quelques années, très probablement. Voilà. Donc, nous, on n'est pas dans le TGV, là, on est dans vos locaux à Paris et on va filer ensuite prendre le train pour rentrer à Nantes. Et on voulait échanger un petit peu avec vous sur le programme CIRIC, en fait. Et vous avez peut-être vu ce petit film qui était en annonce de cette webconf. Alors, c'est quoi le projet CIRIC qu'on a développé à Nantes? CIRIC, ça veut dire centre intégré de recherche en cancérologie. Alors, il y en a 8 en France et ces CIRIC ont été labellisés, évalués par l'INCa, par l'INSERM et par la Direction générale de l'offre de soins, la DGOS. Et on a monté à Nantes un programme sur 2 maladies, le cancer du sein, ce qui nous concerne, ne vous concerne pas, et la deuxième maladie, c'est le myélome. Et on a monté un programme de recherche, en fait. L'objectif du CIRIC, c'est d'aller, à partir des prélèvements et des patients, aller vers les chercheurs, que les chercheurs fassent des trouvailles et reviennent ensuite vers nous, cliniciens, et vers vous, patients, pour montrer un petit peu ce qu'ils ont trouvé et qu'on essaie de l'appliquer au quotidien. Alors, ce sont des programmes d'excellence, c'est-à-dire que ça a été évalué et sélectionné d'une manière très, très compétitive. Hein. Il y a 8 CIRIC en France, comme je vous l'ai dit. Il y en a un seul dans le Grand Ouest, à Nantes. Il y en a 4 à Paris. Il y en a un à Lyon. Il y en a un à Bordeaux. Et Montpellier, le dernier. Bernard connaît quasiment mieux la cartographie que moi. Donc, le CIRIC de Nantes est le seul qui travaille sur le myélome.
Et en fait, ce que l'on a proposé, c'est de suivre le parcours du malade au moment du diagnostic, à la fin du traitement, au moment où la maladie revient, et à chaque étape, on a développé des programmes de recherche originaux. Alors ces programmes de recherche, il y en a en gros 2 qui sont très importants. Un qui est sur l'imagerie, notamment sur le PET scan, et il y en a un deuxième qui cherche à comprendre la résistance des cellules tumorales. Pourquoi les cellules anormales que vous avez dans la moelle ne permettent pas ne répondent pas toujours au traitement, pourquoi ces cellules deviennent résistantes au cours du temps et de manière successive. Donc, au moment du diagnostic, on va essayer de développer des imageries innovantes, soit du PET scan, soit des autres traceurs, parce qu'on sait que le PET scan n'est positif que chez à peu près 90% des malades. On voudrait développer des techniques d'imagerie pour 100% des patients. Au moment du diagnostic, on va faire des prélèvements dans la moelle osseuse et on va regarder si toutes les cellules sont identiques ou si on a au contraire une maladie hétérogène avec différents clones de cellules, des cellules qui n'ont pas toutes la même capacité de répondre au traitement. Et puis, en fin de traitement, on va, soit par les techniques d'imagerie nouvelles, essayer d'évaluer la maladie résiduelle, essayer de quantifier s'il reste des cellules anormales dans l'ensemble des os, ou bien si au contraire on arrive à obtenir une rémission quasi complète de la maladie. Et puis, au même temps de la fin de traitement, on va faire des prélèvements de moelle osseuse et des prélèvements sanguins, et on va essayer d'analyser les cellules tumorales résiduelles pour savoir pourquoi elles ont résisté au traitement initial, et est-ce qu'on va pouvoir prédire la rechute, est-ce qu'on va pouvoir prédire aussi la sensibilité à des traitements futurs. Et puis quand la maladie revient, on reproduit à nouveau les techniques d'imagerie pour voir si la maladie revient à des endroits un petit peu différents, on reproduit les prélèvements sanguins et médulaires, et on va essayer de faire des analyses cellule par cellule pour comprendre justement la mécanistique de réponse ou non au traitement. Donc ce programme est établi sur 5 ans et on travaille en lien avec des chercheurs qui font de l'imagerie à Nantes. Et vous savez qu'on a été un peu expert dans le domaine du PET scan avec l'équipe de Françoise Baudéré. Et puis on travaille avec 2 équipes de l'INSERM, l'équipe 10 et l'équipe 11 de Nantes, une qui est dirigée par Catherine Pellat, qui regarde la résistance des cellules et qui travaille particulièrement sur une classe de traitement qui s'appelle les BH3 mimétiques. Ce sont des toutes petites molécules qui vont agir au niveau de la mitochondrie pour entraîner la mort cellulaire. Et puis, on travaille avec l'équipe 11 qui, elle, regarde spécifiquement les anomalies du génome, les anomalies de l'ADN, les anomalies de l'ARN des cellules tumorales. Alors, on a aussi des collaborations fortes avec l'école centrale de Nantes. L'école centrale est une des 5 écoles d'ingénieurs en France, école centrale, de très haut niveau, et c'est la seule qui a développé un programme spécifique d'ingénieurs en santé. 1/5 des ingénieurs de l'école centrale de Nantes vont travailler sur les technologies de la santé, et on a un lien fort avec eux pour comprendre la progression de la maladie. On a des mathématiciens qui travaillent avec nous et qui essayent de comprendre comment la maladie va progresser et est-ce qu'on est capable de prédire la progression tumorale sur des modèles mathématiques. Alors c'est très complexe, je vous avoue que moi je ne comprends pas exactement tout ce qu'ils recherchent, mais ça peut nous aider à comprendre mieux pourquoi certaines populations de cellules tumorales vont progresser alors que d'autres ne vont pas progresser sous des traitements particuliers. Donc ce sont des algorithmes mathématiques complexes et c'est une partie de la recherche qui est très importante en cancérologie et en hématologie. Alors, avant de commencer à répondre un petit peu à vos questions, je vais passer la parole à Cyril Touzeau qui, lui, va vous expliquer ce qu'il a fait au niveau de l'établissement d'une cohorte de prélèvements et comment il va exploiter cette cohorte. Il va vous expliquer aussi comment il a travaillé sur un nouveau médicament, une nouvelle famille de médicaments, les BH3 mimétiques et notamment le Vénétoclax, puisque c'est lui qui l'a développé à Nantes avec les chercheurs.
Bonsoir à tous. Donc, comme le disait Philippe, pour répondre à certaines des questions posées dans le cadre du CIRIC, on avait besoin des patients et puis d'étudier les cellules tumorales des patients. Et donc, on a mis en place pour ça une cohorte qu'on propose systématiquement aux patients qui le souhaitent de pouvoir, s'il reste suffisamment de cellules lors d'un prélèvement de moelle, de pouvoir conserver, analyser ces cellules au moment du diagnostic, lors de la mise en route d'un traitement. Et puis lorsque, ce qui est fréquent, au bout d'un certain nombre de mois, d'années, la maladie progresse sous ce traitement, de reprélever à ce moment-là les cellules, analyser, de comprendre pourquoi cette population qui devient résistante émerge et de comprendre ces mécanismes de résistance. Et on a comme ça des données prospectives pour chaque patient, des prélèvements à plusieurs temps lors de diagnostics de rechute ultérieure. Et c'est vraiment le seul moyen de bien comprendre ces mécanismes de résistance. On a pour le moment très peu de données comme ça prospectives pour chaque patient à des temps différents de la maladie. Et donc ça, c'est cette cohorte qu'on a mise en place dans le cadre du CIRIC pour nous aider à répondre à ces questions autour de la résistance. Et l'autre élément important à aborder, qui est vraiment au cœur de nos réflexions à Nantes et qui était faite avant l'arrivée du CIRIC, mais qui aurait toute sa place à l'heure actuelle, c'est de développer des nouveaux médicaments, des nouveaux mécanismes d'action pour le traitement du myélome. On a les classes thérapeutiques qu'on connaît bien, les inhibiteurs du protéasome comme le Velcade, les agents immunomodulateurs, et on a besoin de nouvelles classes de drogues puisqu'on voit malheureusement souvent la maladie revenir malgré ces traitements. Et il y a quelques années, a été identifié des petites molécules, les BH3 mimétiques, capables d'induire l'apoptose, c'est-à-dire le suicide de la cellule. Toutes nos cellules ont la capacité de s'autodétruire lorsqu'elles subissent un stress. Les cellules tumorales, dont celle du myélome, arrivent à échapper à ces mécanismes d'autodestruction et ça leur donne cette capacité de résistance. Et on a ces nouvelles petites molécules capables d'inhiber des protéines qui les empêchent de s'autodétruire. Et donc, on a étudié il y a quelques années une de ces nouvelles molécules, une molécule orale, qui s'appelle le venetoclax, qui a été développée dans d'autres maladies hématologiques que le myélome au départ. Et nous, on a évalué, grâce à ce type de prélèvement auprès de patients d'accord pour participer, d'évaluer la sensibilité des cellules des patients à cette nouvelle molécule innovante. Et on s'est rendu compte que tous les patients, toutes les cellules des patients n'étaient pas sensibles à cette molécule et que seul un sous-groupe de patients était très sensible à cette drogue. Il se trouvait que ces patients très sensibles avaient une anomalie chromosomique qu'on retrouve chez 15 à 20% des patients, qui est la présence d'une translocation 11-14. Et il s'est avéré que seuls les patients atteints de cette anomalie avaient des cellules tumorales très sensibles. On a montré ces résultats et ensuite on a conduit avec d'autres centres un essai clinique qui donnait le venetoclax à des patients atteints de myélome multiple en rechute. Et ces premiers essais de phase précoce ont confirmé cette grande efficacité de cette petite molécule, de cette molécule orale chez les patients et principalement dans ce sous-groupe préalablement identifié des patients porteurs de cette anomalie-là. Donc il y a des essais plus larges qui sont en cours et donc c'est vraiment ce qui nous intéresse, ce qui nous anime, c'est-à-dire partir du raisonnement scientifique avec l'aide des patients qui acceptent qu'on analyse les cellules de la maladie, identifier des sous-groupes de patients potentiellement sensibles à des nouvelles molécules et puis ensuite faire des essais cliniques plus larges qui vont confirmer à plus grande échelle l'efficacité. Et c'est comme ça qu'on avance vers des traitements adaptés pour chaque patient. Et donc, dans cette classe de molécules, on a des nouvelles qui arrivent et donc c'est vraiment sur cette thématique qu'on essaie de progresser. Mais une question que vous posez, c'est est-ce que tous les hématologues en France sont informés des recherches que l'on fait? Oui, en pratique, il y a en France, Nantes, qui a un programme très subventionné. On a réussi à avoir beaucoup d'argent pour ce programme CIRIC et on est content de ça parce que c'est difficile d'obtenir de l'argent pour la recherche. Donc Nantes est un gros centre de recherche. Il y a Lille également, qui a une grosse activité de recherche. Il y a Poitiers qui commence maintenant avec le professeur Leleu à travailler, Toulouse, Paris, l'hôpital Saint-Louis précisément. Et donc, tous ces hôpitaux, comme vous le savez, font partie de l'intergroupe francophone du myélome, que vous connaissez bien, de l'IFM. Et dans l'IFM, il y a une commission
cliniques, plutôt qui développent des protocoles de recherche qu'on vous a proposés sur la greffe ou sur les patients plus âgés qui ne peuvent pas avoir de greffe. Mais il y a aussi une commission de biologie et de recherche et on partage l'ensemble des avancées et des découvertes qui sont faites. Alors, ce que vous précisez, Cyril, tout à l'heure, par exemple, l'efficacité du vénétoclax dans les 10 à 15% pour les 10 à 15% de patients qui ont une translocation 11-14, on a exploité cette découverte, qui est une découverte nantaise, pour la proposer au niveau national et on propose actuellement pour un sous-groupe, on va proposer et on va réussir à faire pour un sous-groupe de malades un essai particulier qui va associer le vénétoclax avec l'ixazomib. L'ixazomib, c'est l'équivalent du Velcade oral et on va proposer cette association qui est très prometteuse à partir de la première rechute chez les patients âgés. On pense que le vénétoclax, donc cette petite molécule qui a été trouvée à Nantes, est très synergique quand on la donne en même temps que l'ixazomib. L'effet est renforcé et on va le proposer chez des patients qui progressent après un traitement par lénalidomide, par Revlimid. Il y a beaucoup de patients, beaucoup d'entre vous, vous recevez du Revlimid en première ligne. Si la maladie revient, vous aurez la possibilité d'être traité par cette association un peu innovante qui est un traitement uniquement oral de médicaments par la bouche, très peu toxiques. Et voilà, c'est ce genre de développement que l'on veut faire à partir d'une découverte de laboratoire. Un médicament arrive et on essaye de trouver les groupes de patients qui vont en bénéficier le plus. Alors, vous parlez beaucoup, c'est la maladie résiduelle. Et je pense que ça, c'est un concept qui est un petit peu nouveau. Maintenant qu'on a des traitements très, très efficaces, on est capable de dépister une cellule anormale parmi 1 million de cellules. Ça, c'est le niveau le plus fin de détection. Et on sait que les patients qui arrivent à ce niveau de maladie résiduelle très faible, où on a diminué la quantité de cellules anormales de 6 log, donc une diminution extrêmement importante, on sait que ces patients vont avoir un pronostic bien amélioré, une survie très longue et peut-être des cas de guérison si la maladie résiduelle reste négative de manière très longue et très prolongée. Donc à Nantes, on travaille là-dessus et on essaye d'évaluer la maladie résiduelle, notamment par des techniques d'imagerie très fines. Vous savez qu'on a développé la maladie résiduelle soit en faisant une aspiration de la moelle osseuse et qu'on est capable, donc, je vous le disais, de détecter seulement une cellule anormale sur 10 puissance 6, sur 1 million de cellules. Ça, on sait le faire en cytométrie en flux, on sait le faire par d'autres techniques qui analysent l'ADN. Et nous, on essaye de regarder si l'imagerie n'est pas complémentaire en fait, de ces techniques d'analyse de la moelle osseuse. Donc ça, c'est une partie importante de notre recherche. Alors, on regarde un petit peu les questions que vous posez au fur et à mesure. J'aimerais aussi réagir par rapport à la question que vous avez bien mis en avant, la coopération qui existe au niveau de l'IFM. Alors, est-ce qu'on nous pose une question sur l'accès aux médicaments innovants, CHU recherche versus pas de CHU recherche? Alors, il y a la recherche un petit peu fondamentale et la recherche translationnelle. La recherche translationnelle, c'est ce qui va du laboratoire de recherche vers le malade très vite. Donc ça, en France, on est assez bon là-dessus et je vous ai cité les centres experts. Et après, il y a la recherche clinique et la recherche clinique notamment sur les nouveaux médicaments, sur des essais de phase précoce, des médicaments qui sont en développement et qui ne sont pas encore validés, enregistrés et remboursés. Alors, effectivement, il y a une très grande corrélation entre les centres qui font de la recherche translationnelle et la capacité d'obtenir des nouveaux médicaments. Malheureusement, les nouveaux médicaments, ils ne sont pas disponibles dans tous les centres et ils sont disponibles à un nombre relativement faible de patients
Parce que quand on développe un nouveau médicament, on ne va pas le tester sur des centaines et des centaines et des centaines de patients. Donc effectivement, l'accès aux nouveaux médicaments, à l'innovation, est un petit peu limité. Il faut que les centres soient capables de faire des essais de phase précoce. C'est souvent les industriels qui proposent des nouvelles molécules et ils les proposent aux gens qui font des recherches. Mais très vite, si le médicament est actif, vous savez qu'au niveau de l'IFM, on essaie justement d'amplifier la dissémination des protocoles de recherche. Et quelque chose que l'on a décidé ensemble cette année au niveau des responsables de l'intergroupe francophone du myélome, c'est de mettre en ligne et partager par l'ensemble des médecins qui travaillent dans l'IFM l'ensemble des essais cliniques qui sont disponibles dans un centre ou dans un autre. C'est-à-dire que si un centre est ouvert, ou si 3 centres, par exemple, en France, sont ouverts pour un essai clinique, je dirais au hasard, Nantes, Paris et Toulouse, eh bien, les autres centres sont informés des critères d'inclusion, puisque vous savez que tous les malades ne peuvent pas malheureusement participer à des essais. Il y a des critères très stricts pour entrer dans un essai, et tous les centres sont au courant. Donc, les patients pourront nous être référés pour pouvoir éventuellement bénéficier d'une innovation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met en place. Je sais que c'est une forte demande et Bernard et la F3M a toujours voulu absolument être au courant qui fait quoi et où et comment on peut avoir accès à des médicaments ou à une immunothérapie. Eh bien ça, on est en train de le mettre en place au niveau de l'intergroupe francophone du myélome. Une autre question qui porte sur pourquoi le Darzalex n'est plus accessible pour les nouveaux récidivants. C'est vrai qu'on est toujours confronté à ces difficultés d'accès aux médicaments et du remboursement par les instances du médicament en France. Et le Darzalex a eu cette première autorisation de mise sur le marché avec initialement un remboursement pour les patients qui étaient en échec et du Revlimid, du Velcade, du pomalidomide. Puis on a eu des grands essais comparatifs qui ont montré qu'en association avec le Revlimid et le Velcade, dès la première rechute, c'était vraiment là où le Darzalex était le plus efficace. Et il y a eu de nouvelles autorisations de mise sur le marché, mais des grandes discussions, de longues discussions entre les autorités du médicament et puis Janssen pour le remboursement, le prix du médicament dès la première rechute. Et ces discussions longues avance mal pour le moment et c'est vrai qu'il va y avoir probablement des difficultés d'accès au daratumab tel qu'on l'utilisait jusqu'à présent pour les patients en échec, donc du Revlimid, du Velcade, du pomalidomide et c'est vraiment quelque chose, la F3M, l'IFM participent à ces discussions intenses pour qu'on puisse avoir le plus tôt possible le Darzalex dès la première rechute en association avec le Revlimid ou le Velcade. Alors c'est un sujet qui vous concerne de près, hein. Je sais que vous êtes très 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 sensible à ça. En consultation, on a ces questions quasiment tous les jours, hein, Cyril et moi, par les patients que l'on voit à Nantes. Pourquoi est-ce qu'il y a un risque qu'un médicament qui a une autorisation, qui était disponible, ne soit plus remboursé en fait et ne soit plus disponible? En fait, ce qu'a décidé le gouvernement, et je dirais d'une manière assez logique, c'est que comme le daratumumab est à disposition, ils ont proposé un forfait, en fait, qui est le forfait de passage en hôpital de jour pour le remboursement du médicament. Et les hôpitaux seront rémunérés par malade qui va venir recevoir du daratumumab de 400 € par passage, ce qui est le forfait en fait habituel de tout hôpital de jour. À l'inverse, la firme qui développe le daratumumab demande un prix très 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 élevé et les hôpitaux auront à payer de leur poche en fait à compenser la différence qui sera de plusieurs milliers d'euros. Donc vous comprenez que les hôpitaux ne peuvent pas se permettre d'avoir des déficits importants. Ils sont extrêmement surveillés dans leur budget. Et là, on a un bras de fer un petit peu entre les autorités qui considèrent, à mon avis, à juste titre, que le prix est trop cher, demandé par la firme, et la firme qui veut donner un prix
important. Alors, je vous rassure, je pense que les discussions vont avancer assez vite. Aujourd'hui, on était, Cyril et moi, à une réunion avec la firme Janssen et la direction de cette firme. Et je crois que la pression de l'association et la pression des médecins, hein, puisque l'IFM en a pris parti en disant qu'on avait besoin de ce médicament, fait en sorte que je crois qu'il y a des négociations de prix qui avancent bien avec une diminution du prix proposé. Et c'est quelque chose de très souhaitable parce que toutes les innovations, il n'y a pas que le daratumumab, hein, on a parlé l'autre jour des CAR-T, et Bernard proposait de faire une nouvelle webconf sur les CAR-T bientôt. Les CAR-T, ça va coûter aussi extrêmement cher. Il y a d'autres médicaments d'immunothérapie qui arrivent. Il n'y a pas que les anticorps nus, comme le daratumumab. Il y a des anticorps couplés à des toxines qui sont en développement. On va avoir un essai clinique bientôt. Il y a des anticorps qui sont qu'on peut coupler avec des lymphocytes. Et tout ça, ça va coûter très cher. Donc, c'est très bien d'avoir de l'innovation, mais ça va être des millions d'euros qu'il faudra financer par la sécurité sociale. Donc, c'est bien de trouver le juste prix et c'est important que les patients aient accès à l'innovation, bien entendu. Il y avait plusieurs questions qui portaient à la cytogénétique et l'impact sur les traitements. C'est vrai que pendant de nombreuses années, on recherchait lors du myélogramme initial la présence de certaines anomalies qui conféraient peut-être une plus grande résistance au traitement et une durée de rémission plus courte. Ces anomalies étaient bien connues comme la délétion du chromosome 17, la translocation 4-14, plus récemment les anomalies du 1, soit la délétion du 1P, le gain de 1Q comme le soulignait un participant. Et là, maintenant, on a maintenant beaucoup de données qui nous font traiter différemment ces patients. Chez les patients qui sont éligibles à une autogreffe, on a tendance à proposer maintenant les traitements classiques d'induction, d'autogreffe, de consolidation, mais on propose maintenant 2 autogreffes quand les patients peuvent le supporter. Et il y a des données accumulées qui montrent que la double autogreffe, il y a un vrai bénéfice pour les patients ayant une cytogénétique défavorable. Et pour les patients soit plus âgés ou avec des antécédents qui ne permettent pas de réaliser l'autogreffe, il y a également des arguments pour donner des associations avec 3 molécules. À l'heure actuelle, on donne classiquement Revlimid, dexaméthasone en traitement de première ligne. Eh bien, l'ajout du Velcade à ce traitement par Revlimid, dexaméthasone pour les patients ayant une cytogénétique dite défavorable est quelque chose de plus en plus fait et basé sur des données assez solides. Et en situation de récidive de la maladie, c'est pareil. On a tendance à traiter avec des associations triples les patients présentant des anomalies dites de plus haut risque. Donc maintenant, c'est d'autant plus important de rechercher ces anomalies à la fois diagnostiques et en rechute parce qu'il faut traiter les patients et les surveiller différemment. Et on a des données solides maintenant nous justifiant cette attitude. Alors, il y a une question qui porte sur comment est-ce qu'on se penche sur les effets indésirables des médicaments et l'impact quotidien. Alors, maintenant, pour qu'un médicament soit mis sur le marché, il faut qu'il y ait de manière systématique des études sur la qualité de vie. Et les patients remplissent dans des essais où on compare un nouveau médicament par rapport à le traitement habituel standard, les patients doivent remplir des questionnaires de qualité de vie. C'est quelque chose qui est devenu obligatoire. Alors, c'est pas si simple d'évaluer la qualité de vie, c'est pas si simple d'évaluer les effets défavorables. Certains patients acceptent même des effets défavorables et des effets secondaires ou éventuellement une petite toxicité parce qu'ils savent que le traitement est efficace. Donc, c'est quelque chose qui est difficile. Mais dans notre programme CIRIC, on a un 3e programme dont je n'ai pas beaucoup parlé. J'ai parlé surtout de l'imagerie, j'ai parlé de la résistance, mais on a un programme de sciences humaines et sociales. Et ce programme de sciences humaines et sociales, il vise à regarder la possibilité de retravailler et de prédire, en fait, quels patients vont pouvoir revenir au travail. Alors, je vous ai dit qu'on travaillait à Nantes dans notre programme CIRIC sur le myélome et le cancer du sein. Alors, ça concerne surtout les jeunes femmes qui ont des cancers du sein. C'est vrai que
l'âge moyen du myélome est un âge où on est assez proche de la retraite. Donc mais néanmoins, il y a beaucoup de patients jeunes qui ont un myélome et la problématique du retour au travail est extrêmement importante. On veut que les patients puissent retourner à une vie la plus normale possible. Et donc, on a des sociologues, des épidémiologistes, des gens qui travaillent justement à essayer de prédire quels patients vont pouvoir retourner au travail et à l'inverse, quels patients ne pourront jamais retourner au travail. Donc ça, c'est aussi un pan de recherche qui est assez nouveau en France, mais qui est très, très, très important parce que maintenant qu'on a des bons résultats, maintenant qu'on guérit dans certaines maladies hématologiques ou certaines tumeurs solides, on guérit de plus en plus de patients, ce sera important de dire, voilà, ces patients auront besoin d'aide, d'un soutien particulier parce qu'ils ne pourront jamais retourner au travail, ou à l'inverse, ces patients vont pouvoir retourner au travail et quelque part, on pourra anticiper des aides pour le retour le plus vite possible à une vie normale. Une question qui porte sur les myélomes non sécrétants, plasmocytomes multiples. Alors c'est vrai que certains patients atteints de myélome, il n'y a pas de fabrication de cette protéine monoclonale, soit entière, le pic ou les chaînes légères. Et c'est vrai que c'est une vraie question parce que la plupart des essais cliniques auxquels participent les patients, il y a des critères pour participer et pour mesurer l'efficacité. Classiquement, c'est basé sur la mesure de la diminution du pic ou des chaînes légères. Et donc, les patients ayant un myélome non sécrétant ou plasmocytomes multiples, sans pic ou chaîne légère, ne sont pas incluables, ne peuvent pas être aidés dans ces essais cliniques. Donc, c'est vrai, quand on regarde la littérature d'essais cliniques, pour ces patients-là, on n'a pas d'informations. Cependant, ces patients sont quand même analysés, il y a des prélèvements sur des plasmocytomes, mais on n'a pas l'impression que la maladie soit en elle-même différente, que ce soit une maladie différente ou un comportement différent vis-à-vis des traitements. La seule chose, c'est que ces maladies sont plus difficiles à surveiller puisqu'on ne peut pas, l'électrophorèse ou le dosage des chaînes légères réguliers n'apporte aucune information. Et c'est là où l'arrivée du PET scanner ces dernières années ont transformé la surveillance de ces patients qu'il était très difficile de surveiller avec les techniques d'imagerie classique. Mais le PET scanner maintenant est recommandé et fait en routine pour la surveillance de ces patients ayant un myélome qui ne fabrique pas d'immunoglobuline. Alors, il y a un pan de recherche qui est aussi assez nouveau dans le myélome, c'est l'immunothérapie. Alors, ce que l'on a réussi à comprendre au cours des dernières années, c'est que, certes, il est important de regarder le plasmocyte, la cellule tumorale, la mauvaise cellule qui est dans la moelle, et de comprendre pourquoi elle va résister à un traitement particulier, de chimiothérapie ou le Revlimid, comprendre la résistance au Velcade, comprendre la résistance à la dexaméthasone, etc. Mais on s'est aperçu en fait que on a un peu touché les limites du développement de la chimiothérapie. Tous les médicaments de chimiothérapie agissent par des mécanismes un petit peu différents. Et on a réussi à couvrir à peu près tous les mécanismes possibles pour tuer une cellule anormale. Ce que l'on voit maintenant, c'est que la cellule tumorale, elle est capable de survivre à cause de l'environnement. Et parce que dans l'environnement de la cellule tumorale, autour de la cellule anormale, dans la moelle osseuse, il y a peut-être un défaut des cellules immunitaires, que ces cellules immunitaires normales ont laissé proliférer la cellule tumorale et ne l'ont pas reconnue comme anormale et ne l'ont pas tuée. Donc on travaille beaucoup sur maintenant l'interaction entre les cellules immunitaires de la moelle et les cellules tumorales. Et c'est ça tout le développement de l'immunothérapie. On va essayer maintenant de booster, de stimuler les cellules immunitaires qui sont autour de la cellule tumorale pour qu'elles soient plus efficaces. Donc le but, c'est pas seulement de tuer la cellule tumorale, c'est aussi de renforcer l'immunité locale. Et ça, c'est un pan très très important de nos recherches. Alors les CAR-T, c'est un moyen, ce sont des cellules immunitaires, des lymphocytes T qui vont tuer la cellule tumorale, mais il y a beaucoup d'autres moyens pour booster un petit peu le système immunologique. Donc ça fait partie aussi de nos champs de recherche. C'est important et intéressant de travailler là-dessus. C'est vraiment une nouvelle ère là, dans le traitement qui est en train de débuter maintenant. Alors, je voudrais vous proposer, si vous le voulez bien,
D'abord, de conclure. Alors pourquoi de conclure? Tout simplement parce que, comme vous l'avez compris, à l'issue de cette journée de travail à la Société française d'hématologie, d'échanges, etc., à la fois le professeur Moreau et le docteur Touzeau nous ont fait l'immense plaisir, l'amabilité et je dirais l'honneur d'être avec nous ce soir. Ils vont repartir en direction de Nantes. Voilà. Donc ils vont conclure dans les 2-3 minutes qui viennent et donc je leur laisse la parole. Le message qu'on voulait vous transmettre, c'est que effectivement, on a des centres qui travaillent sur la recherche fondamentale et sur la recherche translationnelle. Si on veut faire des progrès, on a vraiment besoin d'une recherche académique, c'est-à-dire une recherche qui vient des laboratoires de l'INSERM, des CHU, du CNRS, et on travaille tous ensemble. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'École centrale de Nantes. Et ça, c'est la recherche académique. Et c'est très complémentaire des compagnies pharmaceutiques qui, elles, développent des nouvelles molécules. Donc, on a besoin de cette recherche académique. On a quelques centres en France qui sont soutenus, même si la compétition est assez rude pour obtenir des fonds de la part de l'Institut national du cancer, de la part de l'INSERM. Mais voilà, c'est un message un petit peu d'optimisme. Nous, on travaille beaucoup, on essaye de regrouper tous les chercheurs et les cliniciens. Moi, mon rêve, c'est de faire un institut à Nantes, un institut sur le cancer. C'est pas simple, hein, parce qu'il y a pas mal d'oppositions, de temps en temps des oppositions un petit peu stupides, je dirais, politiques, etc. Mais on se bagarre bien pour faire avancer les choses. Il y a cette partie d'immunothérapie qui est très importante, il y a la compréhension de la résistance tumorale qui est importante, et il y a toutes les nouvelles techniques d'imagerie. Alors, peut-être le dernier point pour l'imagerie, c'est qu'on est capable d'aller mesurer par technique d'imagerie la quantité de cellules résiduelles, mais peut-être qu'à l'avenir, on sera capable, par des traceurs, d'apporter des traitements au contact des cellules tumorales et de mesurer un petit peu en direct si on tue des cellules ou pas. Donc ça aussi, ce sont des voies de recherche. Voilà. Et puis je laisse la conclusion à Cyril Touzeau, puisque c'est lui l'avenir du myélome à Nantes. Non, aussi merci à vous, parce que c'est vrai que quand on voit les questions que vous posez, la place active que vous prenez, vous faites partie des aides pour la recherche. C'est très riche, je trouve, en consultation et lors de ces conférences, de voir à quel point voilà, vous faites partie intégrante de cette recherche. Évidemment, vous la vivez au cœur de vous-même, mais voilà, quand on parlait de cette cohorte de patients, quand on explique ces recherches-là, tous les patients participent activement, comprennent pourquoi, sont informés des résultats. C'est vraiment, on a bien vu au cours de ces dernières années la place prise active des patients dans la prise en charge du myélome et de la recherche. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très riche. Et donc, merci à vous aussi. Alors, nous allons maintenant avoir Bernard qui va poursuivre cette conférence et puis nous allons laisser tranquillement l'un et l'autre rejoindre leur ville, leur famille également, tout en les remerciant sincèrement de leur intervention ce soir. Merci beaucoup à tous les deux. Les taxis sont prêts et vous attendent. Sans transition, comme on dit, voici Bernard qui va prendre le relais. Oui. Alors Bernard, je te propose de me rejoindre. Il y a le son ici de notre côté. Donc, nous avons juste, non pas le franchissement du Rubicon, mais du couloir. Et le voici qui nous rejoint. Je vais lui céder ma place. Bernard, c'est à toi. Bon, écoutez, merci. Je vois qu'on était une petite centaine en ligne ce soir, donc merci pour votre participation. Ce que je voudrais souligner quand même, c'est que c'est quand même une grande première ce type de webconf, parce que le professeur Moreau vous l'a indiqué, ce pôle d'excellence qui s'est mis en place donc à Nantes et qui s'est pas mis en place comme ça tout seul. Il y a eu des appels d'offres, il y avait plusieurs CHU qui étaient en compétition, donc avant qu'une décision soit prise au niveau du ministère de la Santé de développer donc ce CIRIC à Nantes. Hein.
que aussi ce qui sous-tend, si vous voulez, le fonctionnement des CIRIC, c'est de développer la démocratie en santé. Alors, quand on a dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit. Et il faut que vous sachiez que nous avons un représentant, Philippe Freinet de la F3M, qui est présent dans les instances de gouvernance du CIRIC à Nantes, donc qui est invité, si vous voulez, qui est présent donc au niveau de la gouvernance donc du CIRIC. Ensuite, je pense que ce soir, vous avez vécu une première, parce que Philippe Moreau a évoqué qu'il y avait 8 CIRIC en France. L'INCa a organisé en début d'année une réunion qui a réuni des représentants de ces 8 CIRIC et des associations de patients qui sont impliqués dans ces CIRIC, en se disant comment on peut communiquer auprès des patients, auprès de leurs familles sur ces travaux. Et on avait fait le pari qu'on serait le premier CIRIC à organiser une webconf de façon, je dirais, à toucher le plus grand nombre possible, à vous permettre de vous exprimer, de poser vos questions. Et moi, je suis toujours touché de voir comment le professeur Moreau et le docteur Touzeau ont lu vos réactions, vos commentaires, vos questions et ont tenu à y répondre. Voilà, c'est une première. On peut se féliciter d'avoir cette prise en charge par le professeur Moreau et toute son équipe à Nantes, parce que je rappelle qu'on est une maladie rare. À ma connaissance, sur le lymphome, il n'y a pas de programme identique. Quand on regarde les programmes des CIRIC, ils portent sur les cancers les plus fréquents. Il y a plusieurs CIRIC qui travaillent sur le cancer du sein. Voilà. Donc, écoutez, je pense qu'on peut conclure cette webconf en vous remerciant pour votre participation active et puis en vous donnant rendez-vous maintenant pour le prochain MOOC qui va avoir lieu à partir du 3 mai jusqu'à fin juin. Donc la possibilité de vous y inscrire va être proposée prochainement. Donc pendant ce MOOC, on fera une pause de ce type d'exercice puisqu'il y a des webconf dédiés au MOOC il y a 4 webconf dédiés au MOOC qui sont organisés durant le MOOC. Mais je vous donne donc rendez-vous en septembre. Les nombreux contacts qu'on a eu aujourd'hui, qu'on aura encore demain et après-demain dans le cadre du congrès de la Société française d'hématologie, nous ont permis d'identifier d'autres sujets qu'on sera susceptible d'aborder au cours de ces webconf. Voilà. Un grand merci à vous et comme l'a indiqué Bernard, nous allons vous avertir des processus pour vous inscrire au MOOC et donc à la fois y découvrir les nouveautés. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous, et ils sont nombreux, ont déjà eu l'occasion de participer aux précédentes sessions du MOOC. Vous allez voir, il y a des nouveautés dans ce MOOC, des sujets qui ont été développés sur les aidants, sur les points sur la recherche, etc., les traitements, bien évidemment, en actualisant les informations. Et aussi, et c'est vraiment quelque chose qui est plébiscité par chacun d'entre vous, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de participer à ces MOOC, c'est bien sûr la richesse des échanges qui ont lieu lors des webconférences avec des experts, bien sûr, mais aussi entre vous. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui est une richesse humaine immense. Et nous vous donnons donc rendez-vous très bientôt pour les informations que nous allons vous envoyer par mail. N'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse que vous connaissez déjà. Voilà, à bientôt. Un grand merci. Au revoir. Bonsoir. Bon.